vous savez, depuis maintenant des années, jusqu'en 2027, on va vivre une guerre des 3 blocs, c'est-à-dire le bloc NUPES, le bloc RN et le bloc central, dans lequel il y a le MoDem, l'Horizon et Renaissance. Où sera LR, c'est une autre question. Ils pourront peut-être ne pas faire autrement qu'intégrer le bloc central à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Et les questions que les Français mécontents d'Emmanuel Macron se posent, et c'est un président qui reste structurellement impopulaire, même si son socle est quand même conséquent, c'est qui incarne le mieux la relève ? Qui incarne le mieux une opposition, une alternative. Et c'est clair, on a diffusé aujourd'hui à 17h la vague de septembre du baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. C'est une fois de plus... Rappelez ce que ça donne. Le Rassemblement national qui arrive en tête comme le parti qui incarne la meilleure opposition à Emmanuel Macron, alors que on a entendu les différentes composantes de la NUPES, lors de l'affaire Médine, lors de toute une série de sujets. On sort de 6 mois de très fortes protestations de la gauche sur la question de la réforme des retraites, mais c'est en décalage avec ce qu'attendent les Français, qui attendent une opposition qui s'oppose, qui présente ses constats sur l'état de la société et qui propose une offre alternative. La NUPES, dominée par LFI, à tort ou à raison, est perçue comme restant dans un registre protestataire, tribunicien, et qui n'apparaît pas comme une alternative. Le Rassemblement national, oui, mais c'est vrai, j'avais regardé il y a quelques jours les tweets faits par Marine Le Pen pendant l'été. Il se compte sur demain, un hommage à Hélène Carrère d'Ancos, le fait de déplorer l'augmentation du prix du timbre. Elle sait très bien que sur la question sociale du pouvoir d'achat, c'est son sujet. Fêter une bonne fête du 15 août aux catholiques français. Il y a eu très peu de choses et je crois, même pas de prise de position par rapport à la venue de Médine, qui a été un sujet qui n'a pas du tout été relayé par les Français. C'est le dernier sujet dont les Français ont le plus parlé au mois d'août. Ça en dit long sur le décalage entre l'agenda médiatique et ce dont se saisissent les Français. Mais c'est vrai que sa stratégie de la discrétion, sachant qu'elle a aussi des fers au feu, elle a Jordan Bardella qui, lui, parle beaucoup, qui, je dirais, joue le rôle d'une sorte de protecteur, enfin une sorte de complémentarité des rôles, peut-être bad cop, good cop, si je puis dire, entre Marine Le Pen et lui. Et c'est clair qu'elle en profite. Maintenant, 2027, c'est quand même très très loin. Mais en tout cas, dans cette guerre des 3 blocs, le RN a une avance sur le bloc NUPES. Alors, regardez ce qu'en pense Sébastien Chenu, notamment, qui appartient au Rassemblement national, un ancien républicain. Marine Le Pen n'a pas encore indiqué si elle serait ou non candidate. Je crois qu'elle est la plus solide, qu'elle a aujourd'hui l'expérience. Et surtout, les Français s'aperçoivent qu'elle fait les bons diagnostics et qu'elle apporte les bonnes solutions. On vient de le voir sur l'abaya, on le voit sur le pouvoir d'achat. Je vous rappelle que l'essence a augmenté considérablement cet été. Les Français la payent très cher. Marine Le Pen a proposé des solutions. Le gouvernement ne la suit pas. Oui, Marine LePen est la plus solide pour pouvoir devenir présidente de la République. Mais pourquoi parlerait-elle au moment où Attal, Darmanin, la France Insoumise avec Médine, les Verts, etc. Font un embouteillage? Marine Le Pen. Donc, il y a une volonté de se mettre au-dessus de la mêlée. Bien sûr, elle sera beaucoup plus audible. Et puis ensuite, les estivales de Beaucaire pour s'adresser aux Français. Je suis plus confiant que Gérald Darmanin sur ce sujet. Qu'il y ait une menace du Rassemblement national, que Marine Le Pen soit aujourd'hui une candidate sérieuse. Bien entendu, personne ne le conteste. Mais à force de volonté, de détermination, de résultats sur l'industrie, sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, sur le plein emploi, sur les réussites économiques spectaculaires qu'obtiennent aujourd'hui les Français et qu'obtient la France, y compris par rapport à de grands géants comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Cela, au bout du compte, doit nous permettre de parier sur la lucidité de nos compatriotes. Je crois à la lucidité de nos compatriotes. Marine Le Pen n'a pas les solutions aux problèmes des Français. Si nous y apportons des solutions, sur la sécurité, sur la délinquance, sur l'économie, sur l'emploi et sur l'industrie, le meilleur reste possible. Alors j'ai une question pour Guillaume, une question pour Anne, mais j'en ai beaucoup d'autres. Mais alors Guillaume, en début de réponse, il faisait allusion à M. Darmanin, parce que Darmanin a dit à la fin de l'été, enfin à la fin des vacances plus exactement, avant son grand raout de Tourcoing, une victoire de Mme Le Pen en 2027 serait probable, je crois qu'il a dit ça comme ça. Oui. C'est vrai, ça? Alors, je pense que, justement, en tout cas, dans le... Est-ce que c'est une erreur de l'avoir dit, peut-être d'ailleurs aussi? Alors, en tout cas, je pense que ça rend clairement service à Marine Le Pen, parce que vous avez prononcé un mot important, qui est même le mot décisif pour elle, qui est le mot crédibilité. Mais il y a 2 crédibilités. Il y a la crédibilité pour gérer les affaires du pays. On voit encore qu'elle a encore des marges de progression, vous le citiez sur l'économie ou autre. Et ensuite, il y a la crédibilité électorale.
En gros, c'est oui ou non, quelqu'un peut gagner. Et le paradoxe, c'est que ceux qui veulent s'opposer à Marine Le Pen mettent en avant cette crédibilité politique pour dire attention, elle peut gagner, pour dire ça fait peur, attention. Bon, alors qu'en fait, lorsque quelqu'un est crédible sur le plan électoral, ça le renforce aux yeux de l'opinion. On dit il peut gagner, donc il va gagner. À la même autant préparer les conditions de son arrivée. Et la une de Libération ce matin me faisait un peu sourire parce que le fameux sondage qui met en avant cette crédibilité renforcée de Marine Le Pen, c'est le sondage qui fait peur. Et la phrase est incomplète. Qui fait peur à qui ? Qui fait peur à Libération, certainement. Qui fait peur aux Français, c'est notre question. Et moins Marine Le Pen fait peur aux Français, et plus ses opposants agitent l'épouvantail de la peur. Ça, exactement. Donc je pense que les opposants sont pris dans un cercle vicieux, et votre intitulé le dit clairement, elle n'a plus besoin de parler, parce que voilà, elle s'assied, elle surfe sur cette crédibilité qui lui est conférée. Et je pense qu'il y a un argument qui est sinon imparable, du moins qui me paraîtra décisif dans la prochaine compétition, c'est que donc, la gauche et la droite ont été essayées. À tort ou à raison, l'opinion a le sentiment que l'une comme l'autre a échoué. Bon. Emmanuel Macron a bouleversé le paysage politique en 2017. Il a eu sa chance. Pour l'instant, le jugement des Français est plutôt aussi globalement, enfin majoritairement négatif sur lui. Donc la gauche a échoué, la droite a échoué. Le rempart a échoué. Et Emmanuel Macron a échoué. Bon, Marine Le Pen, elle, n'a pas encore été essayée. Bon. Et aujourd'hui, quand vous demandez aux gens mais quelles sont les raisons de ne pas l'essayer, on voit bien que les raisons invoquées par Libé ne sont plus des raisons qui tiennent. Dire attention, la République va être en danger, ça ne convainc plus personne. Donc, il y a voyez, on parlait de cordon sanitaire, et je pense qu'on plutôt que l'ensemble du reste de la classe politique lui construisent plutôt un escabeau de crédibilité qui lui permettront d'arriver en position non pas gagnante, mais potentielle en 2027. Alors vous faites une bonne transition parce que peut-être, et d'ailleurs c'est tous les sujets qui ont été évoqués cités par Bruno Le Maire, là où elle est quand même créditée de certaines faiblesses, c'est sur le front économique. Ça reste son point faible, même si son discours a changé sans qu'on comprenne trop comment d'ailleurs sur le front européen, enfin sur les thèmes européens. Ça reste incompréhensible, son discours, ou très à gauche. Certains disent, mais en fait c'est la copie conforme de Mélenchon. Elle a enterré ce qui était sa grande réforme, la sortie de l'euro, avec la sortie de Philippot. Voilà, les deux ont été remisés. et c'est vrai que ça, c'était vraiment un chiffon rouge pour tous les milieux économiques. Et les retraités notamment. Oui, de la sortie de l'euro. Et elle a bien compris qu'elle jamais, pour le coup, elle n'accéderait à l'Élysée sur un tel programme. Mais c'est vrai que sa vision de l'Europe reste assez ambiguë. Il y a des déclarations un peu à mort-moelle-nœud, une Europe souveraine, une Europe des nations. Enfin, on ne comprend pas exactement. Voilà, l'Europe souveraine, c'est Macron qui dit ça. Oui, non, l'Europe souveraine, mais une Europe, une France souveraine dans l'Europe. Voilà, elle essaye de trouver un entre-deux pour dire c'est pas très clair. Je ne détruirai pas l'Europe, mais on essaye. Bon, on sent bien, d'ailleurs, on voit bien que le jeu est compliqué. Mais c'est sûr que les milieux économiques restent très prudents. Il y a évidemment forcément des patrons et beaucoup qui votent Marine Le Pen, vu son poids dans les sondages. Enfin, beaucoup. Ça reste très minoritaire, je pense, dans ce. Mais il y a forcément des. Dans les TPE, elle n'est pas minoritaire, c'est dans les grandes entreprises. Mais vous voyez, un des exercices très classiques des campagnes présidentielles, c'est le papier pour qui votent les patrons. On ne trouve jamais un patron un peu emblématique qui veut nous dire, en général, ce qu'ils adorent, c'est se partager typiquement entre centre-gauche et centre-droit. Mais alors dire, je vote. Ou éventuellement, un coup très à gauche pour se donner un côté social. Mais personne vient dire, moi je vous dis, je vote Marine Le Pen, c'est la candidate. Et c'est vrai que lors de la dernière élection, sa mesure sur les retraites était vraiment choquante pour qui tient une vision un peu orthogonale. On ne lui en a pas tenu rigueur. Alors, éclairez-moi, parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'elle est pour le retour à la retraite à 60 ans ou est-ce qu'elle veut rester à 62 ? On n'a pas bien compris. Lors des dernières élections, elle disait 60 ans, et j'ai l'impression qu'elle est restée... Elle a corrigé, mais finalement, dans une formation auquel on n'a pas compris grand-chose. Enfin, et l'Institut Montaigne, qui avait analysé son programme, donc le grand institut libéral, avait été très sévère, mais a raison, parce que notamment cette réforme de la retraite à 60 ans,
ça bouchait tout l'avenir du pays. Enfin, c'était un non-sens économique parfait. Oui. Sur les problèmes d'éducation, elle est très discrète, là. J'avoue que Emmanuel Macron... Pas sur la Bayard, évidemment. Mais... Emmanuel Macron, lorsqu'il fait ses projets, quand Gabriel Attal parle de l'uniforme, on reparle des fondamentaux, là, évidemment, c'est aussi... en quelque sorte, les idées aussi de Marine Le Pen. Oui. Donc, je dirais que oui, c'est exactement ça, le retour de l'ordre, le retour de la sécurité. Moi, je pense qu'on n'a pas parlé d'une chose très importante qui mène à ce que Marine Le Pen n'a pas besoin finalement de s'exprimer pour faire effet. C'est lorsqu'il y a eu les émeutes, on n'en a pas parlé, mais ça a été quand même un grand choc pour les Français qui ont vu toutes ces images de ces scènes de guerre civile. Et je pense que ça a fait énormément effet, comme un espèce de... il y a eu beaucoup de répercussions à l'étranger, dans la presse étrangère. Et juste après, c'était facile de se dire, oui, Marine Le Pen n'a plus besoin de parler, en fait. Ça parle pour elle, en fait. Oui, c'est vrai que quand on s'intéresse aux motivations du vote RN, c'est de moins en moins la protestation. Ça devient un vote d'adhésion, notamment chez les jeunes. C'est sensible, ça. C'est très sensible. C'était l'enquête IFOP fiduciale pour le JDD, la radioscopie du vote RN que l'on fait tous les 2 ans. Et dans les motivations du vote, il y a les constats que fait le RN. Le RN, c'est plus Cassandre. C'est-à-dire, il nous avait dit, c'est une manière aussi, on a entendu des personnalités, notamment médiatiques, pas du tout appartenant au RN, qui disent, finalement, Jean-Marie Le Pen, à côté de ses dérapages, a eu raison sur beaucoup de points. Donc ça renforce les motivations de vote, plus que sur les solutions du RN, même si on a vu un signal faible. Avant, les solutions du RN qui étaient préconisées, c'était les solutions sur l'immigration et la sécurité. Là, les solutions économiques et sociales, par rapport à l'enquête de 2021, progressent assez fortement. Et d'ailleurs, elle a parlé de l'école il y a quelques années. Elle avait fait une lettre ouverte aux enseignants, et son angle, c'est le pouvoir d'achat. C'est vous n'êtes pas assez payé, puisque c'est sur le pouvoir d'achat qu'elle avait réussi à orienter son début de campagne en septembre 2021. Mais la question de la crédibilité économique des solutions du RN reste un véritable point faible. C'est un tabou chez les enseignants de dire qu'on vote pour Marine Le Pen. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, en tout cas. C'est oui, l'enseignant du public, c'est plus l'enseignant du public comme dans le passé. De plus en plus, ils mettent leurs enfants dans le privé. De plus en plus, ils peuvent voter pour Marine Le Pen. Oui, c'est pas... C'est confirmé, alors, il faut regarder un peu les statistiques, même si, évidemment, ils sont naturellement plus à gauche. Mais oui, c'est moins... Macron, il n'ose pas le dire. En tout cas, il y a eu il y a quelques années un embryon d'association d'enseignants votant pour le RN, mais qui a vraiment disparu parce que c'était compliqué pour des personnes. C'est compliqué de faire son coming out, j'ai envie de dire. Il y a une chose qui me frappe et que je trouve aussi de la contre-productive dans le discours des opposants de Marine Le Pen. On l'a vu encore avec l'embryon, même si ça s'était vite interrompu, de l'embryon d'offensive de Gérald Darmanin, qui a dit il faut que l'on parle aux classes populaires, sinon Marine Le Pen va gagner. Et on entend le gouvernement, mais tous les partis disent ça, disent faut qu'on ait des résultats en matière de sécurité, il faut qu'on ait des résultats contre le chômage, sinon Marine Le Pen va gagner. On a envie de dire, s'il n'y a pas de problème de Le Pen, ça veut dire qu'il ne faudrait pas parler aux classes populaires, il ne faudrait pas régler le problème du chômage. Et je pense que ces catégories-là, c'est-à-dire que le type qui est au chômage, les personnes qui appartiennent aux classes populaires, les personnes qui vont dire... on ne s'intéresse à moi que dans le cadre d'un calcul politique, et je pense que ça produit exactement l'effet inverse de ce qui est recherché. Ces catégories ne votent pas beaucoup. C'est moins les catégories populaires que le salariat et la France du travail qui sera l'enjeu majeur de la confrontation entre les blocs en 2027. Ça sera le salariat et... Oui, beaucoup plus, puisque les catégories populaires s'abstiennent plus que la moyenne. On peut peut-être les faire revenir vers le bas. C'est une manière aussi, c'est ce qu'avait réussi par exemple Nicolas Sarkozy en 2007. Et un peu Mélenchon en 2022. Oui, tout à fait. Voilà. Et Guillaume, Bardella, alors, parce que c'est aussi une star, lui. Star is born. Hein. Je lisais des portraits tout à fait dithyrambiques, même dans la presse de gauche, beau gosse, s'exprimant parfaitement. Hein. C'est un atout pour elle aussi, énorme. Oui, incontestablement. Et ce qui est amusant, c'est qu'en ce moment, ceux qui sont les plus élogieux sur Jordan Bardella sont les macronistes. Alors, on voit bien le calcul, parce que dire du bien
Bardella, c'est espérer la naissance d'une rivalité au RN, comme on en a connu dans tous les partis, et le coup du petit jeune que l'on met en avant, ça, et puis qui finit Dans par... les pattes du plus ancien. Ouais. Et puis à prendre de l'ambition et de l'assurance, c'est un classique en politique, donc on tente de jouer ça aujourd'hui. Alors, ça me paraît un peu prématuré, il a 28 ans, et je pense que ce serait contre-productif, y compris pour lui, d'essayer de défier Marine Le Pen dès maintenant au sein de son propre parti. Mais en tout cas... de même que Marine Le Pen avait réussi toute la séquence dédiabolisation du RN dans les années 2010, enfin du FN et puis du RN dans les années 2010, je pense que Jordan Bardella est à la fois un acteur et en même temps un bénéficiaire de cette deuxième étape, qui est une étape de normalisation. Hein, et la meilleure preuve, c'est la séquence de Saint-Denis, où à la table des chefs de parti... C'est lui qui était là. C'est lui qui est là, et c'est lui qui se tient le mieux, en tout cas qui joue le plus le jeu, qui travaille les sujets, qui dialogue avec le président de la République en total respect et presque sur un pied d'égalité. Voilà, je pense qu'en termes d'image, Jordan Bardella apporte quelque chose que même Marine Le Pen n'arrivait pas encore à décrocher dans l'opinion. Il dit la même chose que Marine Le Pen? Bardella, ça me semble quand même, oui, assez proche, avec une forme différente. Plus arrondi. Plus arrondi. Il n'a pas, évidemment, tout le passif de Marine Le Pen. Évidemment, elle porte encore le nom de son père, donc elle a tout le passif, tout le passé de ce parti. Lui, voilà, il a, je pense, la chance d'avoir... La fraîcheur. La fraîcheur, de la nouveauté, son parcours. Il vient des milieux populaires. C'est vrai qu'il s'exprime très bien. Sur le fond, je ne vois pas tellement... Je ne sais pas, Guillaume connaît mieux que moi le fond, mais sur le fond, je ne vois pas vraiment d'hiatus. Peut-être plus sur le côté, sur tous les sujets identitaires. Oui, mais un peu plus que ça, il y a eu quelques inflexions intéressantes. Je pense notamment sur l'Ukraine. Ouais. Alors que le RN est assimilé à un parti pro-russe, voire pro-Poutine, notamment avec cette fameuse histoire du prêt bancaire. Jordan Bardella, et semble-t-il, sans trop avoir prévenu Marine Le Pen préalablement, lui a fait une sortie pour dire clairement, en gros, c'est bien l'Ukraine qui a attaqué, et c'est bien du côté de l'Ukraine que l'on doit se situer. Vous voyez, sur ce terrain-là, il y a ce qu'on appelle un bouger qui est assez significatif. Oui. Et là aussi, il a fait son interview de rentrée dans le Figaro, une interview qu'il a accordée à Paul Le Bachet, qui vient de nous rejoindre. Pour suivre désormais le Rassemblement national. Et il dit, en gros, jusqu'à présent, le RN disait le vrai clivage, c'est entre les patriotes et les mondialistes. Bon. Et lui, sans jeter totalement aux orties ce clivage, il dit non, maintenant il y a un nouveau clivage qui est entre ceux qui se résignent au déclin de la France et ceux qui croient au redressement. On peut dire que c'est des mots, que c'est de la posture, mais ça montre quand même qu'il dit, voilà, je ne me sens pas prisonnier d'une grille de lecture qui a été fixée par Marine Le Pen. Oui. Et avec la complicité du président de la République, d'ailleurs. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il parle aussi à des catégories où Marine Le Pen a du mal à percer. On les avait opposés dans un cadre d'un duel de préférence. On voyait que Jordan Bardella, par rapport à Marine Le Pen, était plus audible chez les jeunes, chez les cadres supérieurs, y compris parfois chez les personnes âgées, c'est-à-dire des catégories où le vote RN reste un vote maintenant important, parce que maintenant c'est un parti de masse, c'est un vote de masse. Il y a quasiment plus de catégories où le RN est en situation de grande difficulté et de marginalisation. Et voilà, ça aussi, cette complémentarité avec Marine Le Pen, s'il reste uni, ce qui est quand même probable, est un atout aussi pour la compétition pour 2027.